c'est quelque chose de très fréquent. Plus de 10% de la population l'ont très régulièrement et même 40% de la population l'ont épisodiquement. La plupart du temps, ce sont décrits comme des remontées acides. Mais aussi, ça peut être des douleurs localisées au niveau du creux de l'estomac. Et ça peut remonter plus ou moins haut le long de l'œsophage, jusque des fois dans la bouche. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé, bonjour, bienvenue, une nouvelle matinée santé avec le docteur Martine Cottina, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous êtes la bienvenue, vous êtes gastro-entérologue, vous êtes gastro-entérologue, c'est votre première formation et vous êtes retourné ensuite à la fac pour vous former à la nutrition et à la micronutrition. Ouais. Et après, à la phyto-aromathérapie. Donc comme ça, j'ai essayé de faire compléter mon cursus traditionnel. Bon, alors gastro-entérologie pour tout le monde. Alors la gastro, ça s'occupe de quelle partie du corps ? De tout le tube digestif. En fait, quand on dit gastro-entérologue, c'est tout le tube digestif. C'est-à-dire c'est de l'œsophage jusqu'à l'anus. D'accord. Et non, puis, c'est juste pour savoir sur gastro, ça veut dire quoi, et entéro voilà, alors entéro, c'est plutôt l'intestin, gastro, c'est l'estomac. Donc il faudrait dire gastro, entérologue, enfin proctologue, voilà. Pour avoir toutes les spécialités. Mais en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que dans votre formation initiale, on ne parlait pas du tout de nutrition. Non, on a juste eu un cours à l'époque. Bon, j'espère que ça a changé depuis là, mais on avait eu juste un cours sur traiter la constipation et traitement de la diarrhée par rapport à l'enrichissement ou au contraire le retrait des fibres dans l'alimentation. Donc c'était très très pauvre, mais bon, ça remonte parce que je suis plus toute jeune, donc c'est sûr que mes études commencent à dater, mais c'est vrai qu'on n'abordait pas du tout l'approche nutritionnelle comme une approche thérapeutique, et c'est ce qui m'a intéressée bien sûr, et c'est pour ça que je me suis formée à la nutrition et à la micronutrition. Alors on va parler d'un sujet très sexy ce matin, ce qu'on appelle les RGO. Donc ce sont des reflux, mais c'est plus que des reflux. Donc RGO, ça veut dire reflux gastro-œsophagien. Voilà, vous avez écrit 2 livres sur le sujet. Le premier s'appelle Soigner le reflux naturellement aux éditions Thierry Succard. Ouais. Et puis vous avez fait un livre de recettes, les petits plats savoureux contre le reflux. Vous pouvez les montrer puisque l'émission est filmée. Alors, Soigner le reflux naturellement, c'est un livre qui en fait regroupe les 2 premiers que j'ai écrits qui s'appelaient Stop aux brûlures d'estomac et Petits plats contre les brûlures d'estomac. On a regroupé les 2, on les a mis à jour et ça a donné Soigner le reflux naturellement. Voilà. Donc c'est un livre assez complet, comme vous avez vu, très richement développé au niveau de la physiopathologie. Donc on comprend bien à quoi est dû le reflux, comment on doit s'en sortir, comment on doit changer son alimentation, son hygiène de vie. Donc il est assez complet avec quelques recettes. Et celui-ci, c'est pas que des recettes. Il prend, avant de donner des recettes qui sont très intéressantes pour le reflux gastro-œsophagien, dans un premier temps, on va faire quand même un rappel de toute la physiopathologie, c'est-à-dire expliquer pourquoi le reflux survient et surtout répondre à 50 questions, les 50 questions les plus fréquentes qu'on a en consultation concernant le reflux gastro-œsophagien. Voilà. On va essayer de comprendre ce matin, c'est comment fonctionne justement ce mécanisme du reflux. Alors, les bébés, on le voit facilement finalement. Oui, mais les bébés, c'est un autre problématique. Moi, c'est pas des reflux, c'est pas la même chose. Les reflux du bébé, c'est pas la même chose que... Voilà, c'est pas la même chose parce qu'en fait, c'est lié à une immaturité de tous les systèmes anatomiques, anti-reflux, etc. Donc, c'est une immaturité. Le bébé passe toujours par un stade d'immaturité à cet endroit-là. Et petit à petit, ça va évoluer, et notamment autour de l'âge de 2 ans, quand il a retrouvé une alimentation un petit peu solide, normale, etc. C'est à ce moment-là où, effectivement, il n'y a plus de reflux chez l'enfant. Alors, quand on parle de reflux chez l'adulte, de quoi parle-t-on ? Est-ce que c'est quelque chose de courant ? Oui, c'est quelque chose de très fréquent, puisque, en fait... plus de 10% de la population l'ont très régulièrement et même 40% de la population l'ont épisodiquement. Donc effectivement, c'est quelque chose qui affecte énormément la population française. Mais quoi, est-ce qu'on peut par exemple dire que des reflux, ce sont des remontées ? Oui, on peut dire aussi que ce sont des remontées acides. La plupart du temps, ce sont décrits comme des remontées acides. Mais aussi, ça peut être des douleurs localisées au niveau du creux de l'estomac. Mais ça peut remonter. Et ça peut remonter plus ou moins haut le long de l'œsophage, jusque des fois dans la bouche. Bon, quelle différence entre ce fameux reflux dont on parle ce matin et les brûlures d'estomac ? C'est la même chose ? La plupart du temps, oui. Enfin, disons que par argument de fréquence, les brûlures d'estomac sont liées au reflux, parce que les brûlures d'estomac peuvent aussi être liées à un ulcère. Mais c'est vrai que de plus en plus, on en voit de moins en moins, en fait. On voit de moins en moins d'ulcères gastro-duodénal.
Pourquoi ? Et donc, parce que d'abord, on a éradiqué la bactérie qui était responsable de ces ulcères duodénaux, donc qui était Helicobacter pylori, qu'on éradique de plus en plus. Et donc, on en voit franchement de moins en moins, quoi. Bon, alors quand on parle de reflux, on parle de quoi précisément alors ? Alors, quand on parle de reflux, on parle de cette acidité qui a tendance à partir de l'estomac et remonter, des fois en compagnie de bile ou d'aliments, etc., et qui remonte le long de l'œsophage, qui remonte un petit peu. C'est pour ça que des fois, les gens localisent la douleur au niveau du creux de l'épigastre, et simplement au niveau du creux. Et puis, quelquefois, elle remonte moyennement haut, par exemple le long du sternum, et des fois, elle remonte jusque dans la bouche, pouvant donner même des régurgitations acides, c'est-à-dire vraiment des remontées de liquide jusque dans la bouche, et même des remontées d'aliments qu'on appelle des régurgitations. Et l'acide, les gens le sentent parce que ça a vraiment le goût d'acide. Ça brûle, et puis ça les brûle. D'accord. Et c'est quoi cet acide qui remonte ? C'est l'acide de l'estomac, parce que vous savez que dans l'estomac, on a de l'acidité, mais qui normalement est faite pour rester au niveau de l'estomac. Donc, c'est quoi ? C'est de l'acide qui brûle, là, qui est chargé de détruire l'alimentation ? Cette acidité est nécessaire pour la digestion. Par exemple, l'acidité va être nécessaire pour le fonctionnement de certains enzymes qui vont commencer à découper la viande, par exemple, les protéines. Donc, on a besoin de cette acidité. Cette acidité va permettre, par exemple, de stériliser un petit peu, entre guillemets, parce que stériliser, c'est un bien grand mot, pour dire qu'elle va diminuer le taux de bactéries qui vont pénétrer dans notre organisme. Parce que, on a beaucoup de bactéries dans notre environnement. Beaucoup de bactéries se retrouvent dans la bouche, dans l'œsophage. Mais au niveau de l'estomac, justement, on a une chute du taux de ces bactéries grâce à cette acidité, donc qui est nécessaire pour notre équilibre. Mais est-ce que ça veut dire que ceux qui ont des remontées d'acide produisent trop d'acide ? Pas forcément. On aurait trop, finalement, vous voyez ? Pas forcément, non, parce que justement, quand on mesure, on peut faire des mesures de la quantité d'acide produite au niveau de l'estomac, et pas forcément, non, pas du tout. La plupart du temps, les gens ont une sécrétion acide qui n'est pas augmentée au niveau de l'estomac. Alors, c'est une maladie fréquente, vous nous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est une maladie aussi à plusieurs visages, parce que ça serait trop simple. Ouais. Exactement. Elle a plusieurs masques, en fait. C'est-à-dire que on a décrit tout à l'heure typiquement cette brûlure qui remonte le long de l'œsophage et qui peut donner ces régurgitations acides dans la bouche ou régurgitations alimentaires. Et donc, elles ont un horaire particulier puisqu'elles surviennent surtout après le repas. Et en position couchée. Combien de temps après le repas ? 2 heures à peu près après le repas. Et en position couchée. Donc ça favorise le reflux. Mais le reflux peut se manifester par d'autres signes. Et par exemple, des douleurs thoraciques, comme des douleurs d'angine de poitrine. C'est ce qu'on appelle, nous, en termes médicaux, les douleurs pseudo-angineuses. Voilà. Et bien sûr, il faut aller d'abord chez le cardiologue pour qu'il élimine une véritable pathologie cardiovasculaire. Et après, on peut aller effectivement chez le gastro-entérologue parce que c'est très souvent aussi un reflux. Ça peut être aussi de tout. Et là aussi, c'est le même chemin. C'est-à-dire qu'on va commencer d'abord par aller voir le pneumologue, d'abord son médecin généraliste. Après, il va vous envoyer voir le pneumologue. Et après, on va voir, une fois qu'on a éliminé toute cause pulmonaire, on pense qu'effectivement, c'est souvent un reflux. Surtout si on survient après le repas ou la nuit, effectivement, s'il a les horaires du reflux. Et si en plus, il s'associe avec le reflux. On a une autre manifestation qui est fréquente aussi, c'est la dysphonie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens ont des problèmes pour parler. Vous savez, ils ont la voix cassée. Alors, ça arrive très souvent chez les chanteurs, par exemple. Les chanteurs lyriques, etc. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ils ont des modifications, des pressions lorsqu'ils chantent, et puis ils ont le stress, et puis ils doivent manger vite. Donc, beaucoup de facteurs qui vont favoriser le reflux. Donc, chez ces chanteurs-là, on a beaucoup de reflux aussi, et qui vont se manifester par une voix cassée. Donc, il ne faut surtout pas. Alors, on peut aussi avoir des douleurs à l'oreille. Surtout, par exemple, si on dort du côté droit, le matin, on peut se réveiller avec une douleur à l'oreille. D'accord. Proche de l'otite, qui ressemblera à une otite ou... Ça ressemble à une inflammation, qui peut ressembler un petit peu à une otite, qui n'en est pas une. C'est comme les angines aussi, on peut avoir des fausses angines à répétition, inflammatoires. C'est pas facile à dire, Martine. Non. Des fausses angines. Des fausses angines. Vous voyez que c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Fausse angine. Oui, il faut mieux le dire avec l'accent. Oui, si vous dites avec l'accent, ça passe mieux. Oui, ça passe mieux. Je connaissais un très célèbre présentateur de télévision du journal de 13h, alors qui fumait beaucoup, qui fumait comme un pompier, puisqu'il devait fumer ça n'arrange pas la voix. Trois paquets de cigarettes par jour, mais dont l'enrouement de la voix était dû à des remontées acides, en fait. Ah oui,
tout à fait. Alors le tabac favorise aussi en plus. Donc le tabac favorise les voies cassées et les laryngites chroniques, mais aussi le tabac favorise le reflux. Donc double risque. Donc ça, c'est tout, on va dire, c'est tous les symptômes qui pourraient nous alerter, mais dont on ne sait pas qui sont dus à des remontées acides, en fait. Voilà. Alors tout ce que vous venez d'évoquer. Exactement, mais c'est de plus en plus connu, et donc les spécialistes, comme les ORL, comme les cardios, comme les pneumos, connaissent maintenant cette pathologie, et donc nous orientent le patient une fois qu'ils l'ont eux-mêmes exploré, quoi. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au RGO, qui est quand même pas la maladie la plus sexy du monde ? Eh bien, le reflux m'a intéressée parce qu'en fait, c'est l'histoire du début de mon intérêt pour la nutrition. J'avais un ami qui avait un reflux et que je suivais depuis longue date, et qui s'appelle Vincent d'ailleurs, et qui un jour vient me voir et me dit « Martine, écoute, à partir de maintenant, tu n'as plus besoin de me faire des fibroscopies, parce que je lui faisais des fibroscopies de temps en temps. Tu n'auras plus besoin parce que je n'ai plus de reflux, je suis guérie. » Je lui dis « Ah bon ?» Parce que nous, on nous apprend que le reflux, c'est quand même une pathologie chronique avec des périodes de calme et des périodes un petit peu actives, mais bon, c'est pas une pathologie qui normalement guérit et qui s'en va toute seule. Alors j'étais un peu surprise, et puis il m'explique un petit peu qu'il avait transformé complètement son alimentation, et qu'en moins d'un mois, il avait plus du tout de reflux. Alors là, du coup, il m'a intéressée, et c'est à partir de ce moment-là que je m'y suis intéressée. Et que vous avez mis au point votre méthode. Voilà. Et que vous avez compris que l'alimentation pouvait être thérapeutique et venir à bout des reflux. Exactement, parce que quand j'ai testé le fait effectivement de faire changer les patients d'alimentation, et que je voyais les reflux disparaître, les intestins irritables se calmer, les problèmes de poids se résoudre, les douleurs articulaires disparaître, je me disais, oh là là, mais l'alimentation, finalement, ça peut être magique. Il suffit simplement d'apprendre à s'en servir. Qu'est-ce qu'on sait des causes de ce fameux reflus ? Alors, les causes, c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart du temps, on dit effectivement c'est un excès d'acide qui vous brûle l'œsophage, etc., dû au fait que cet acide remonte parce que le sphincter inférieur de l'œsophage, qui est le petit clapet, vous savez, dont tout le monde parle, qui se trouve entre l'œsophage et l'estomac, ce petit clapet ne fonctionne pas bien. Voilà, donc c'est lui qui est chargé de fermer l'accès. C'est la raison un peu simpliste d'expliquer le reflux. En fait, tout se passe comme si, puisque je vous ai expliqué qu'on avait tous un reflux physiologique, c'est-à-dire qu'on a tous des petites remontées d'acide, mais qu'on ne perçoit pas et qui ne nous dérangent pas et qui n'abîment pas notre œsophage, donc qui ne nous dérangent pas du tout. C'est quand ça devient pathologique que ça devient un réel problème de santé, ça devient un reflux pathologique, c'est là que ça dérange. Et donc ce reflux, il est lié essentiellement à un défaut de résistance de notre muqueuse, parce que notre muqueuse œsophagienne, elle est capable de subir l'assaut de l'acide pendant un petit moment, quelques secondes, quelques minutes, etc. Elle peut tout à fait le subir, sans être endommagée et sans nous faire de douleur. Ouais. Voilà. Et donc finalement, c'est d'abord un défaut de résistance de cette muqueuse qui va perdre tous ces systèmes de protection, comme la couette muqueuse, comme vous voyez, entre chaque cellule, vous avez des espèces de jonctions. La couette muqueuse. Ah, c'est joli, hein. Ouais. La couette muqueuse, c'est un espèce de mucus, vous savez, qui protège la muqueuse de l'œsophage, comme toute notre muqueuse digestive d'ailleurs, et donc qui est une petite substance visqueuse, gélatineuse un petit peu, de protection qui nous met comme une petite couette de protection. Quelle couleur ? Visqueuse, transparente, d'accord. Un peu glaireuse. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Donc, quand cette couette visqueuse est un petit peu abîmée, quand la perméabilité de cette muqueuse de l'œsophage, c'est-à-dire que les petites cellules vont s'écarter, parce qu'entre chaque cellule, vous avez des espèces d'attaches qu'on appelle des jonctions serrées. Quand ces petites jonctions vont s'espacer, tout ça va laisser passer l'acide qui va pénétrer entre les cellules et qui va rentrer même dans la cellule. Alors, avant de rentrer dans la cellule, chatouiller les petites terminaisons nerveuses, donc du coup créer la douleur, rentrer à l'intérieur même de la cellule
et déclencher une production de molécules de l'inflammation, parce que la cellule va se défendre de cet acide qui pénètre à l'intérieur de la cellule, et cette cellule va fabriquer des molécules de l'inflammation qu'on appelle des cytokines inflammatoires, et elles vont créer beaucoup de dégâts. Ça veut dire que le reflux, c'est une maladie inflammatoire locale essentiellement. Les personnes qui souffrent de reflux sont souvent très incommodées, très invalides dedans, et c'est vrai que c'est une maladie qui a un vrai retentissement sur la qualité de la vie de ceux qui en souffrent. Exactement. Ça affecte beaucoup la qualité de vie, parce que ça peut perturber les périodes après le repas, ça peut perturber les périodes nocturnes, parce que ça affecte aussi la nuit. Et donc, si les gens ont des reflux la nuit, ils vont moins bien dormir, et c'est pas du tout reposant pour eux, et puis ils sont pas en forme le lendemain. Donc effectivement, le reflux dérange énormément. On le sent la nuit finalement oui, ça réveille. Oui, le reflux réveille. Alors on peut aussi ne pas le sentir. Il peut être sournois et on peut ne pas le sentir et créer des dégâts. Pourquoi ? Parce que la nuit, vous êtes dans une position allongée, donc plus propice déjà au reflux. En plus, la nuit, vous sécrétez moins de salive, parce qu'on va voir tout à l'heure. Mais le rôle de la salive est très important. La salive joue un rôle extrêmement intéressant, parce que la salive est alcalinisante, elle est riche en bicarbonate, et donc elle va avoir un rôle de tampon, donc un rôle très important. Or, la nuit, on va sécréter beaucoup moins de salive, donc on a des facteurs de protection qui sont moindres la nuit, et donc du coup ce reflux nocturne, il va être beaucoup plus toxique pour la muqueuse. À quel âge ça apparaît finalement le RGO ? Moi je voyais des gens de tout âge, franchement de tout âge. C'est pas une maladie de l'âge, enfin vous voyez, non. On le voit aussi chez les personnes âgées, on le voit chez les jeunes, on le voit chez les cadres, les gens stressés, les gens qui courent partout. Moi, franchement, je l'ai vu à tout âge, honnêtement. Bon. Comment est-ce qu'on pose le diagnostic ? Alors, comment on pose le diagnostic ? Alors, si c'est typique, c'est-à-dire cette brûlure qui remonte le long de l'œsophage, qui survient après le repas, et qui s'accompagne ou non de régurgitation d'acide jusque dans la bouche ou alimentaire, c'est typique. Le diagnostic, il est sûr. Ouais. Voilà. Donc on n'a pas besoin d'examen complémentaire si les manifestations sont typiques telles que je vous les ai décrites. Le problème, c'est quand c'est pas typique, c'est-à-dire si la douleur s'arrête là, c'est-à-dire juste au creux de l'épigastre, par exemple. Alors l'épigastre, alors là, je vous ferai pas une conférence dessus. C'est la partie, le creux de l'estomac, voilà, les gens l'appellent ça, le creux de l'estomac, voilà. Si ça s'arrête vraiment au petit creux de l'estomac, effectivement, ça peut orienter peut-être vers d'autres pathologies, mais très souvent c'est lié à un reflux. Si ça survient après le repas, même si c'est un petit peu atypique, on pense tout de suite au reflux. Vous voyez, l'horaire est très évocateur du reflux. L'horaire postprandial, après le repas, 2 heures à peu près. Postprandial. Voilà, je vous donne petit à petit des mots et des termes médicaux qui vont vous permettre de mieux lire des articles, des fois un peu plus maintenant, on emploie couramment le mot procrastiner, mais là, postprandial, donc c'est après le repas. Ouais. Donc 2 heures après le repas, c'est ça. Voilà, à peu près. Ouais. Il y a des moyens de le mesurer, finalement, de mesurer le degré d'acidité. Tout à fait. Donc on peut mesurer l'importance de l'acidité qui va remonter le long de l'œsophage. Et on va faire, par exemple, ce qu'on appelle une pH-métrie pour mesurer l'importance de cette acidité. Mais c'est vrai que c'est un examen qui est assez peu pratiqué en pratique courante, parce qu'en fait, on va le réserver plutôt au format typique. C'est-à-dire, par exemple, des gens qui vont tousser ou des gens et puis qui n'auront pas spécialement de signes typiques de reflux associés. Donc, dans des formats typiques, oui, il peut être intéressant parce que, du coup, ça nous permet d'aller voir si effectivement les symptômes sont liés, parce qu'on a des marqueurs et on peut voir si le symptôme est lié à la remontée d'acide dans l'œsophage. Donc, le but de cette pH-métrie, c'est de mesurer cette acidité, mais qui remonte, et puis de voir surtout si elle est liée aux symptômes. C'est surtout ça qui est intéressant. Mais l'examen le plus souvent pratiqué, c'est quand même la fibroscopie de l'estomac. C'est-à-dire qu'elle va permettre d'apprécier le retentissement du reflux. Donc ça veut dire qu'on ne va pas faire le diagnostic avec, sauf s'il y a déjà des complications du reflux. Et donc là, qu'est-ce qu'on va mesurer justement avec la fibro? Alors la fibroscopie, qu'est-ce qu'on va voir? On regarde, on observe, on va observer tout l'œsophage et on va regarder s'il a été abîmé ou non par la remontée acide.
Et donc, on va voir s'il n'a pas, la plupart du temps, on va retrouver des ulcérations, dans 50% des cas à peu près, des petites ulcérations, la plupart du temps très fines, qui remontent le long de l'œsophage, qui sont dues à ces traînées d'acide qui remontent le long de l'œsophage. Est-ce qu'elles sont réversibles? Oui, tout à fait. Alors, ces ulcérations, la plupart du temps, sont fines. Elles peuvent être plus importantes, plus étendues, etc. Donc, donner un grade plus sérieux à l'œsophagite, parce que œsophagite, ça veut dire inflammation de l'œsophage. Et donc, effectivement, la plupart du temps, c'est plutôt bénin, mais quelquefois, ça peut être des ulcérations plus importantes, voire même des rétrécissements, qu'on appelle, nous, des sténose, et voire même des modifications de la couleur de la muqueuse qui est due au fait que la muqueuse s'est transformée. Et donc, ça s'appelle l'endobrachioœsophage. Donc, c'est encore des termes un petit peu médicaux. Mais c'est vrai que les gens qui ont un endobrachioœsophage le savent. Et donc, parce que le médecin le leur dit. Et donc, ils s'inquiètent toujours. Effectivement, quand l'endobrachioœsophage, c'est-à-dire quand cette étendue de muqueuse qui s'est transformée est importante, on va être obligé de le surveiller de manière endoscopique, c'est-à-dire avec la fibroscopie, pour vérifier que les cellules n'évoluent pas vers des cellules cancéreuses. Donc, on a le RGO typique, le RGO atypique, et ensuite, on a des possibilités d'évolution de ce RGO. Donc, en gros, vous parlez... ulcération. Ouais, ulcération. Ulcération, rétrécissement et endobrachioœsophage. Voilà, ce sont les complications majeures. Et le rétrécissement, donc comment ça se passe dans ces cas-là ? Eh bien, quand c'est une œsophagite qui est ulcérée, déjà, si on traite le reflux, si c'est pas trop fibrosé, vous savez ce que c'est que de la fibrose, si c'est pas trop dur, ça peut très bien, cette sténose peut très bien se lâcher. Et si jamais c'est plus fibrosé et que ça persiste, effectivement, on sera peut-être obligé d'intervenir d'une autre manière. D'accord. Et donc, de votre expérience, quelles sont les quantités d'évolution vers des formes graves ? C'est peu fréquent. C'est peu fréquent. Voilà. Non, on n'est pas là pour inquiéter les gens, c'est ça. Oui, voilà. Ouais. Non. La plupart du temps, c'est plutôt assez bénin comme pathologie. Il faut juste savoir que il y a un tout petit nombre de gens qui peuvent évoluer vers le cancer en passant par l'endobrachioœsophage, cette muqueuse transformée. Mais c'est exceptionnel. Donc, il ne faut pas tout de suite s'imaginer qu'on a un cancer quand on a un reflux. Non, voilà. Effectivement. Aujourd'hui, il y a des traitements médicamenteux qui existent. En quoi consiste-t-il ? Alors, la plupart du temps, maintenant, dans le temps, on utilisait les pansements, et maintenant, on utilise des bloqueurs d'acidité qui sont très puissants, qu'on appelle les inhibiteurs de la pompe à protons, les IPP. Et ce sont eux qui sont utilisés de manière courante, parce qu'en fait, il suffit de prendre un comprimé et les gens n'ont plus de reflux. Alors, ça marche la plupart du temps, mais ça ne marche pas aussi dans un bon nombre de cas. Et donc, quand ça ne marche pas, je trouve que c'est très intéressant parce que du coup, ça permet aux gens de s'interroger et de se poser la question. Mais finalement, voilà, donc ça veut bien dire que ce n'est pas lié à l'acide. D'accord. En gros, les IPP, qu'est-ce qu'ils font ? Alors, ils bloquent l'acidité, c'est tout. Donc, ils bloquent l'acidité, vous n'avez plus d'acidité. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de brûlure ? Voilà, oui, mais il n'y a plus d'acide non plus. Il n'y a plus beaucoup d'acide dans l'estomac non plus. Donc, ça veut dire que vous modifiez votre physiologie aussi habituelle. Parce que l'acide a quand même son rôle utile. Mais est-ce que je dois comprendre que ça traite un symptôme, finalement, voilà, exactement, mais pas la cause de la maladie ? Exactement. Vous avez tout compris, Philippe. Ça traite le symptôme. C'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est de supprimer la douleur en supprimant l'acidité, en sachant que ça ne marche pas dans 100% des cas, parce que la plupart du temps, il y a des reflux qui ne sont pas toujours systématiquement liés qu'à l'acide. Voilà. Il peut y avoir d'autres remontées de bile, etc. Donc, le but, c'est ça. Effectivement, c'est de guérir soulager le symptôme. Enfin, on ne peut pas dire guérir la maladie, pas du tout. Bon, alors, l'alimentation, là, est vraiment notre ami. Qu'est-ce qui va favoriser l'inflammation aujourd'hui ? Alors, ce qui va favoriser l'inflammation, c'est le fait, vous voulez dire que... Les aliments. Aujourd'hui, d'un point de vue alimentaire, qu'est-ce qui favorise notre inflammation ? Donc, moi, je préférerais qu'on commence par, disons... Comme vous voulez, quels sont les aliments c'est vous qui vont commandez. avoir un rôle anti-inflammatoire ? Et ça, je préfère, parce qu'en fait, je vais vous dire, je pense qu'en matière de reflux, les gens ont tendance à dire... Ça, je supporte pas, ça, je supporte pas, ça, j'enlève, ça, j'enlève, ça, j'enlève, ça, j'enlève. Et quand ils viennent voir un médecin en consultation, docteur, donnez-moi la liste des choses que je ne dois pas manger. Or, moi, je vais commencer... C'est typiquement ce que j'ai fait. Alors là, voilà, vous voyez, j'ai dit... Voilà, moi, je vais commencer par l'inverse. Je vais dire, mais qu'est-ce qu'il faut donc pour votre santé
pour justement améliorer votre reflux et le faire disparaître. Et après, on verra ce qui n'est pas bon pour la santé. Mais commençons d'abord par replacer dans votre assiette ce qui est intéressant pour votre santé. C'est une autre façon de voir les choses, quand même beaucoup plus cool que déjà de commencer à dire on supprime ça et ça et ça et ça. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on met dans son assiette? Qu'est-ce qui est anti-inflammatoire? On va le voir après la pub, comme ça on va maintenir le suspense. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je dois comprendre de ce que vous nous dites, c'est que si on change sa façon de s'alimenter, finalement, on doit supprimer le traitement, ensuite les IPP, plus d'IPP. Ah oui. Les gens qui modifient leur alimentation, dans un bon nombre de cas, arrivent à supprimer les IPP. Donc ça veut dire que d'une certaine façon, on rétablit l'équilibre. La physiologie normale, oui, bien sûr. Oui. Et donc plus besoin de plus besoin de prendre l'IPP en continu. Et quelquefois, effectivement, ils vont faire des écarts, ils vont partir en vacances, ils vont avoir une vie sociale un petit peu plus intense. Et à ce moment-là, rien ne les empêche de prendre leur IPP, mais d'une manière beaucoup plus courte que ce qu'ils faisaient habituellement. On parle des ROG, on dit des ROG, du ROG, du... RGO, on dit. RGO. Pourquoi je veux... Bon. Bah oui. RGO. Reflux gastro-œsophagien. Voilà, c'est les initiales de cette maladie. On parle du reflux avec le docteur Martine Cotina, gastro-entérologue, formé en micronutrition, en nutrition et en phytothérapie. Et c'est grâce à ça que vous avez mis au point une méthode pour soigner les RGO. Oui, parce qu'en fait, au départ, j'ai commencé par essayer, avec mes patients, de leur donner les conseils que j'avais tirés d'autres médecins. Et je les ai trouvés tellement sévères, ces conseils, que finalement, il y avait un bon nombre de patients qui ne pouvaient pas tenir le long terme. Et donc, c'est pour ça qu'il a fallu que je mette au point un petit peu ma propre technique, qui est basée d'ailleurs sur plein de conseils qu'on trouve dans différents régimes, comme la chrononutrition d'une part, les régimes acides bases d'autre part, etc. En fait, elle pioche un peu des conseils de tous les autres que je trouvais très intéressants et nécessaires pour lutter contre le reflux gastro-œsophagien. Est-ce que vous avez reçu la médaille de la Sécurité sociale ? Non. De l'assurance maladie? Non, dommage. Parce que les IPP, ça... Ah oui. Ça coûte une blinde. Ça coûte très cher à la société. Oui, exactement. Et donc, je trouve ça bien dommage que la Sécurité sociale ne m'ait pas demandé ne serait-ce que de former les médecins. Par exemple, à la nutrition. Ce sont parmi la classe de médicaments qui coûtent le plus cher. Exactement, qui sont très, très utilisés. On commence par quoi, alors? On va renforcer quoi, Martine? La première chose qui est très importante, c'est que dans l'assiette, on va rajouter des aliments antioxydants, anti-inflammatoires. Et donc, les premiers aliments à rajouter dans l'assiette, ça va être les légumes. Les légumes, c'est une clé. Souvent, les gens ne mangent pas assez de légumes. Donc, il faut qu'il y ait des légumes crus, des légumes cuits. Il faut les deux. Parce que les légumes crus, Philippe, vous allez les mastiquer. Et en les mastiquant, vous allez produire beaucoup de salive. Alors que quand vous avalez, vous allez produire beaucoup moins de salive. Alors la digestion commence dans la bouche. Exactement. Et quel est le rôle justement de la salive? Exactement. Donc la salive, elle joue un rôle extrêmement important. Parce qu'en fait, la quantité de salive produite, elle va être fonction de la mastication. Donc ça veut dire que quand vous avalez, vous allez produire beaucoup moins de salive. Deuxième grand point, plus vous allez mastiquer longuement, non seulement vous allez produire davantage de salive, mais en plus, elle va s'enrichir en termes de concentration en bicarbonate. Ça veut dire qu'elle va contenir encore plus de bicarbonate. Et ça, c'est une donnée très importante. Ça veut dire qu'on va tamponner encore plus l'acidité, d'autant plus qu'on aura mastiqué. D'accord. Et les gens ne mastiquent plus, Philippe, ils avalent actuellement. Pourquoi ? Parce qu'ils sont pressés, parce qu'ils mangent des aliments mous, parce qu'ils mangent de la purée, ils vont manger de la compote, ils vont manger de la soupe. Alors la soupe, c'est terrible, ne mangez pas de soupe le soir, on verra ça après, quand vous avez un reflux. Parce que c'est terrible, parce que vous allez avaler votre soupe et vous allez augmenter le volume intragastrique et vous allez avoir des reflux la nuit, ça c'est sûr. Voilà. Donc comment est-ce qu'on renforce les barrières ? Voilà, donc on continue. On amène beaucoup de légumes et on amène des huiles oméga 3 qui sont très intéressantes effectivement pour être anti-inflammatoires. Les huiles oméga 3, souvent les gens n'en mangent pas beaucoup dans l'alimentation parce qu'en fait,
ils n'ont pas tellement cette notion d'importance de l'équilibre entre les oméga 6 et les oméga 3, qui sont des différents types d'acides gras qu'on retrouve dans les huiles. Donc ça veut dire qu'ils vont apporter, par exemple, de l'huile d'olive, qui est une très bonne huile, parce que riche en antioxydants, riche en oméga 9, etc., mais qui n'apporte pas beaucoup d'oméga 3. Donc ça veut dire que cette huile d'olive, qui est excellente pour la santé et qu'il faut garder, on va la supplémenter avec une autre huile riche en oméga 3, comme par exemple celle qui est conseillée à l'heure actuelle, qui est l'huile de colza. L'huile de colza qu'il faut choisir bien sûr bio pour pas qu'elle n'ait été chauffée et qu'elle n'ait pas de pesticides. Donc on va choisir une huile bio de colza qui n'est pas chère du tout et que vous allez rajouter dans votre alimentation, et notamment le soir. Le soir, il faut apporter ces oméga 3. Très important. Plus le soir que le midi. Pourquoi ? Parce que la digestion du soir est plus problématique que celle du midi. Oui, exactement. Il faut amener vos anti-inflammatoires surtout le soir, parce que c'est plus intéressant de les utiliser le soir. Et vous allez diminuer pour le soir, parce qu'on parle un petit peu du soir, c'est important de ne pas manger trop en volume. C'est-à-dire qu'il faut mieux répartir l'alimentation au cours de la journée. Ça, on verra peut-être tout à l'heure quand on va parler chrono. Quand on parlera de la chrono. Voilà, donc si je dirais les deux grandes clés d'aliments protecteurs, ça va être les légumes, bien sûr les fruits, mais en petite quantité, parce que c'est sucré, donc on va garder des petites quantités, et les huiles oméga 3. Là, on va être vraiment dans les aliments protecteurs. Après, à côté de ces aliments protecteurs, on va avoir les légumineuses et les céréales complètes, qui sont intéressants, qu'on va pouvoir associer pour avoir les protéines parfaites. Exemple, riz lentilles, par exemple. Voilà. En faisant cette association, ça équivaut à un steak. Et or, on sait que les protéines animales sont beaucoup moins intéressantes pour la santé, pour le reflux, pour la santé en général, que les protéines végétales. Donc, c'est-à-dire qu'on va effectivement favoriser ces protéines végétales, et là, plutôt le midi. Ça vaut vraiment un steak, l'association riz-lentilles ? Oui, au niveau qualité d'acides aminés, oui. On fera un débat un jour là, sur ce sujet. D'autres conseils, limiter le sel. Pourquoi vous dites qu'il faut dessaler l'alimentation ? Quel est le lien vous faites entre le reflux et le sel ? Effectivement, le sel augmente le reflux. Et le problème, c'est que les Français mangent trop de sel. Alors, ils mangent du sel, pas forcément par le biais de la salière, mais par le biais d'aliments qui sont transformés, qui sont riches en sel. Alors, par exemple, vous avez le pain, vous avez les crackers, vous avez tous les petits trucs apéritifs, vous avez la moutarde, vous avez les conserves, vous avez beaucoup d'aliments contiennent vraiment beaucoup trop de sel. Et donc, c'est pas bon pour beaucoup d'autres pathologies, comme toutes les pathologies cardiovasculaires, mais c'est pas bon non plus pour le reflux, parce que ça va augmenter le reflux. Donc, on a des aliments qui sont acidifiants, c'est ça ? Oui. Et d'autres qui sont pas acidifiants. Vous parliez tout à l'heure d'aliments tampons pour justement tamponner l'acide. Donc, ça veut dire que pour tamponner l'acide, il faut quelle famille d'aliments ? Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, dans la tête des gens, les gens souvent mélangent les aliments acidifiants au niveau de la bouche et acidifiants au niveau de l'organisme. Alors, il faut bien faire la différence. Voilà, quand vous allez prendre, par exemple, du citron, c'est un petit peu acide au niveau de la bouche, mais ce n'est pas acidifiant au niveau de l'organisme, parce que dans l'organisme, ça va libérer des minéraux qui sont alcalinisants, à type, par exemple, le potassium, par exemple, magnésium, potassium, etc., qui sont alcalinisants. Donc, c'est ça la différence entre l'aliment acidifiant au niveau de la bouche et l'aliment acidifiant au niveau de l'organisme, un petit peu. Voilà. Après, donc, les aliments alcalinisants, ils sont intéressants parce que donc, ils vont apporter à l'organisme des minéraux alcalinisants. Et on s'est rendu compte, notamment dans des études expérimentales, que quand on apportait beaucoup de minéraux alcalinisants, on faisait en sorte de protéger la cellule du reflux, de l'acidité. Ça avait un effet protecteur, justement parce qu'on amène beaucoup de substances, de bicarbonate, de choses comme ça, donc substances alcalinisantes qui sont intéressantes. D'accord. Il y a un indice qui mesure d'ailleurs le côté alcalinisant des aliments, le PRAL, Potential Renal Acid Load. Voilà, qu'on trouve d'ailleurs on a sur le livre avec le tableau. Voilà, avec votre tableau, comme ça, donc vous pouvez mesurer et savoir, en fonction de l'aliment que vous prenez, quel est son indice. Voilà, mais en gros, si vous voulez avoir une alimentation plutôt alcalinisante ou basifiante, il va falloir amener beaucoup de légumes dans l'alimentation, ce que ne fait pas le Français moyen. Voilà. C'est déjà, ça c'est important, c'est de se dire, les aliments les plus alcalinisants, ce sont les légumes. Les légumes.
vraiment, légumes et fruits. Alors, vous avez mis sur pied une chrononutrition du reflux. Donc, en quoi consiste-t-elle ? Alors, la chrononutrition du reflux, c'est-à-dire c'est un petit peu les techniques de chrono, mais adaptées au reflux, qui sont extrêmement intéressantes parce qu'en fait, par exemple, le reflux nocturne, en quelques jours, il disparaît. C'est-à-dire que si jamais vous avez un reflux nocturne, vous modifiez le goûter et le dîner, et en 2 jours, vous n'avez plus de reflux. Donc c'est quand même intéressant. Là, c'est garanti sur facture ? Presque, oui. S'il y a un problème, ils le mettront en commentaire. D'accord. Mais effectivement, ça marche de manière très efficace sur le reflux nocturne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un lien entre l'alimentation. D'ailleurs, les gens le décrivent quand ils disent « voilà, j'ai des douleurs, mais ça vient après le repas ». Donc, ils font bien le lien entre l'alimentation et le reflux. Et donc, la chrononutrition du reflux, elle est faite pour adapter l'alimentation en fonction de la journée. C'est-à-dire que le matin, vous allez être actif. Donc, vous pouvez prendre un petit déjeuner copieux, vous pouvez prendre des œufs, vous pouvez prendre du pain, du fromage si vous en consommez, vous pouvez prendre des oléagineux, c'est-à-dire des amandes, des noix, des noisettes, etc., une banane éventuellement, etc. Donc vous pouvez manger de manière assez consistante, riche en gras, riche en protéines, c'est intéressant. Après le midi, c'est bien de faire un repas moyen, correct, si vous voulez, parce que les gens n'ont pas beaucoup de temps. Donc, moi, je conseille souvent, par exemple, de ne pas prendre le fruit à la fin du repas et de le faire glisser plutôt sur le goûter pour pouvoir mieux fractionner. Parce que moins on mange en quantité, mieux c'est pour le reflux. Voilà. Et surtout que le midi, mangent vite les gens. Donc, le fait de manger vite, c'est pas la peine de manger trop. Il vaut mieux manger un petit peu moins et plutôt fractionner son repas et manger et prendre un goûter, quoi, en fait, comme les enfants. Et ça marche très bien. Un goûter sucré, donc. Un goûter qui peut très bien être, par exemple, effectivement, si vous êtes un peu gourmand, ça peut très bien être, au lieu de mettre la banane le matin, vous la mettez à 4 heures, avec 2 carrés de chocolat, avec une poignée d'amandes ou une poignée de noix. Fabuleux, très bien. Voilà. Comme ça, quand vous arrivez le soir, vous n'avez pas spécialement hyper faim et vous ne vous jetez pas sur le frigo, sur le saucisson et sur le fromage. Alors là, c'est terrible pour le reflux. Et donc finalement, et la santé. Oui, donc finalement, trop manger le soir, c'est... Ouais. Voilà. Alors par contre, le soir, voilà ce qu'il faut manger. Crudité, légumes verts, votre huile oméga 3. Alors légumes verts un petit peu croquants, c'est-à-dire cuit vapeur légèrement croquant et pas baignant dans l'huile. Et l'huile, vous la rajoutez après crue, en préférant une huile oméga 3. Donc par exemple colza bio. Et puis après, pour ceux qui veulent manger du poisson ou des crustacés, voilà, pourquoi pas. La viande, évitez le soir, parce qu'effectivement, ça fait partie de ces substances qui peuvent favoriser l'inflammation au niveau organique. Donc plutôt du poisson. Et puis c'est tout. Ah, souvent les gens me disent, mais pas de pain. Non, non, pas de pain. Du fromage. Ah non, pas de fromage le soir. Pas de pain, pas de fromage, pas de féculents, pas de gâteau. Et oui. Pas beaucoup de... Alors, si vous voulez terminer... Pas de soupe, on a dit tout à l'heure. Ouais, pas de soupe. Ouais, alors, si on veut terminer par une petite note un peu plus douce, etc., et qu'on n'a pas pris de soupe, par exemple, qui apporte beaucoup déjà de liquide, eh ben, on peut terminer par un petit doigt de tisane parfumée, menthe, vert. Alors, menthe, c'est vrai, c'est pas vraiment la plante c'est pas la plante de la nuit. La plante indiquée pour la nuit et pour le reflux, mais plutôt mélisse, la citronnelle, des choses comme ça, qui sont plutôt... Ou la camomille, très bien, etc. Voilà, des petites tisanes parfumées, tisane aux fruits rouges, si vous voulez, etc. Vous avez plein de variétés de tisanes qui sont très sympathiques et que vous pouvez terminer par un tout petit verre de tisane. Bon, Martine Cottina, vous avez parlé tout à l'heure de gestes chirurgicaux concernant les RGO. Dans quel cas c'est indiqué ? C'est très rare. Maintenant, Philippe... Parce qu'on parle beaucoup de cette fameuse hernie hiatale qu'il faut opérer. Alors, la hernie hiatale, elle ne dérange pas déjà pour avoir des bons résultats au niveau du reflux. Il faut juste comprendre que ça va être un facteur aggravant, c'est tout, parce que ça modifie la position anatomique, etc. Donc, ça va être un facteur aggravant, mais ça ne va pas influencer les bons résultats du traitement nutritionnel. Donc, ça veut dire que c'est rassurant pour vous. Vous pouvez continuer, vous pouvez modifier votre alimentation et même si vous avez une hernie hiatale, vous pouvez guérir du reflux. Voilà. Donc c'est déjà rassurant. L'opération, on va l'indiquer uniquement que si elle est très volumineuse, que si elle va gêner la respiration. Enfin, voilà, c'est dans des cas extrêmes. Donc, mais maintenant, on n'opère plus pour une hernie hiatale. Bien.
Donc, combien de temps? Alors, est-ce que cette alimentation, il faut l'adopter à vie? Et oui, c'est pas un régime. Comme c'est pas un régime, ça veut dire qu'il faut changer à vie de son alimentation. Puisqu'en fait, elle va être utile pour le reflux, utile pour le poids, utile pour la prévention des maladies cardiovasculaires, pour le diabète, utile pour les pathologies articulaires, utile pour tout. Donc en fait, c'est une hygiène de vie qu'il va falloir adapter à soi-même, à son mode de vie, pour que effectivement, ça soit quelque chose de gérable à long terme, avec de temps en temps des petites permissions, des petits extras qu'on se fait avec plaisir, c'est-à-dire voilà, pas avec de la culpabilité, mais avec plaisir. Et là, ça devient gérable parce que on a le droit, on sait que si vraiment on a envie un jour de déroger un petit peu à la ligne de conduite qu'on s'est donnée, eh ben on peut effectivement, on peut se faire plaisir. Après, c'est soi-même qui devra apprécier le retentissement de son extra et voir si il a été trop douloureux. Après, effectivement, peut-être on le modifiera, c'est-à-dire qu'on en prendra un peu moins la prochaine fois. Enfin, le réadapter, vous voyez ce que je veux dire? Je crois que c'est très important que les gens s'approprient les modifications qu'on leur conseille pour que ça devienne les leurs, en fait, et que ça soit gérable pour la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on pourrait venir à bout d'un reflux, et puis si on remange comme avant, ça revient de la même façon, c'est ça que ça veut dire? Ah oui, ça veut dire que si vous recommencez, vous retournez à la case départ, bien sûr. Parce qu'en fait, vous avez, si vous changez tout ce que vous avez modifié, il n'y a pas de raison que le reflux ne revienne pas. Alors, docteur Martine Cottina, je rappelle que vous avez écrit sur le sujet « Soigner le reflux naturellement chez Thierry Soucard », donc le traitement nutritionnel des douleurs d'estomac, et puis que vous avez le livre de recettes qui va bien avec les 50 questions les plus posées sur le reflux. Ça s'appelle « Petit plat savoureux contre le reflux », 50 conseils et 50 recettes pour des radios brûlures d'estomac chez Thierry Soucard. Vous réécoutez le podcast de l'émission, vous regardez l'émission sur la chaîne YouTube. Merci Martine et à bientôt. À bientôt, merci Philippe.